Université juive par les ondes, une série de 4 émissions consacrées aux manuscrits hébreux avec le concours de Colette Sirat, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, chef des travaux de paléographie hébraïque médiévale. Alors, Colette Sirat, bonjour. Nous nous retrouvons pour la 4e et dernière, malheureusement, dernier cours consacré aux manuscrits hébreux. Eh bien, je rappellerai à nos éditeurs qu'ils n'auraient pas eu le loisir de suivre les 3 premiers cours qu'ils ont été respectivement consacrés au rouleau de la Torah et à son histoire, au début des écoles, au rapport entre l'oral et l'écrit, et puis au mode de rédaction des livres et des traités. Alors aujourd'hui, c'est une entreprise un petit peu exhaustive à laquelle vous allez vous soumettre, puisque vous allez nous parler de la revue générale des manuscrits hébreux et au fond, que veut dire travailler sur un manuscrit. Oui, les manuscrits, n'est-ce pas, lorsqu'on veut travailler sur les manuscrits, il faut travailler soit directement avec eux dans les bibliothèques, soit travailler sur des microfilms, ce qui est bien différent et qui ne donne pas la même impression de vie que le manuscrit lui-même. Nous avons environ 40 à 50 000 volumes. Quand on essaye de faire des comptes, c'est très difficile parce que on a toujours des problèmes. Par exemple, on a une Bible, n'est-ce pas? Est-ce que les 24 livres, c'est une Bible? Ou bien lorsqu'on a seulement le piauté, c'est considéré également comme une Bible? De sorte que tous les comptes que l'on peut faire sont forcément vagues. Et ces manuscrits sont conservés dans les grandes bibliothèques du monde, dont les fonds de manuscrits les plus grands se trouvent être en Angleterre, Oxford, Cambridge, la British Library. À Paris, nous avons une très bonne bibliothèque. À Parme, à Rome, à la Bibliothèque Vaticane, il y a de grands fonds de manuscrits. Et il y a 2 sortes de bibliothèques. Il y a les bibliothèques chrétiennes et les bibliothèques juives. Les bibliothèques chrétiennes sont celles qui ont été constituées au XVIIe et XVIIIe siècle par les érudits chrétiens, soit pour des princes, soit pour des universités. Et ces manuscrits ont été achetés soit en Italie, soit à Constantinople. Et ces manuscrits sont souvent des manuscrits anciens. En revanche, les manuscrits qui sont restés entre des mains juives ont été transportés comme les Juifs de pays en pays, et quand on a commencé à constituer des bibliothèques juives avec les débuts des sciences juives au siècle dernier, alors on a réuni des manuscrits, mais évidemment il était beaucoup plus difficile d'avoir des fonds aussi homogènes. Alors il y a de très très belles pièces, c'est-à-dire il y a de très très beaux manuscrits, puis il y a beaucoup de manuscrits récents, parce que bien entendu l'imprimerie n'a pas sonné la fin de l'écriture manuscrite, on a continué à écrire à la main quand on ne trouvait pas d'imprimé ou quand il n'y en avait pas du tout, ou bien quand c'était une secte, ou bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas un public pour ces livres imprimés. Et la notion de public est très importante parce que les imprimeurs, évidemment, devaient gagner leur vie. N'ont donc été imprimés que les livres qui étaient à la mode. Et ceci explique que si peu de livres de philosophie ou de sciences ont été imprimés, c'est que au moment de l'imprimerie, ils n'étaient plus à la mode. L'imprimerie a plus ou moins coïncidé avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge, une période où les Juifs se sont sentis attaqués de partout. Et ce qui était à l'époque important, c'était les livres qui resserraient la barrière autour du judaïsme, et non pas ces livres médiévaux qui étaient de tendance universaliste et qui ont été écrits, qui ont été copiés à un moment où les Juifs étaient beaucoup mieux en harmonie avec leur milieu. De sorte que le fait est qu'on ne trouve imprimés que les livres qui correspondent à une certaine idée du judaïsme, et cette idée est l'idée fidéiste du judaïsme, alors que le mouvement universaliste était au moins aussi important pendant de très nombreux siècles. Et d'autre part, ont été évidemment publiés les livres qui risquaient d'avoir le public le plus large possible, et ça n'était pas les livres difficiles.
Donc, ce ne sont que les livres qui pouvaient intéresser l'homme moyen, c'est-à-dire tous les textes un petit peu difficiles n'ont pas été publiés. D'autre part, l'imprimerie a fait a apporté un autre trait au judaïsme, c'est que l'imprimerie a rétréci l'éventail des variantes qu'il y avait en Israël. Ce qui a fixé de façon pratiquement définitive la littérature d'Israël, ça n'est pas la mise par écrit, c'est l'imprimé. Si on se souvient seulement que le Talmud actuellement est toujours publié dans la mise en page qui a été celle de la première édition, faite par un chrétien, Bomberg, au XVIe siècle, à Venise. Et on a rajouté évidemment un certain nombre de choses, mais la mise en page reste la même. Et le plus amusant, si j'ose dire, c'est que maintenant on cite le Talmud par le feuillet, n'est-ce pas? Et ces feuillets ont été évidemment mis en place par Bomberg. Il a été aidé par des Juifs, mais enfin quand même. Et on cite aussi actuellement la Bible par livre, mais les livres hébreux ne correspondent pas aux livres latins dont la division en chapitres a été adoptée pour les livres hébreux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre des rois, il n'y a pas des deux chroniques, or on le cite tout le temps. De la même manière, les versets, ils n'étaient pas numérotés. On citait non pas par chapitre et verset, on citait par péricope. Or, maintenant, on est tellement habitué qu'on utilise la division en chapitres faite par les chrétiens, la numérotation en versets faite par les chrétiens, la mise en page du Talmud faite par les chrétiens, et tout ça, c'est l'imprimerie. De même que l'imprimerie a fixé les différents rites liturgiques. Avant l'imprimerie, presque chaque synagogue avait son propre rite. Et personne n'en faisait un plat si on ne disait pas exactement de la même manière les bénédictions du matin. Et le fait est que certains rites se sont conservés. Il y a le rite italien, il y a le rite de Rome, il y a le rite ashkénaze. Mais l'éventail des variations est infiniment plus petite. Parce que, tout simplement, à partir du moment où le livre était imprimé, il était imprimé, on s'en servait, puis ça coûtait moins cher qu'un livre manuscrit. Donc, le grand fauteur de fixité, si j'ose dire, dans le judaïsme, c'est l'imprimerie. Et aussi le fait que, donc, l'imprimerie a relégué sur les rayons des bibliothèques, où on ne les consulte pas, une très grande partie de la littérature juive. Maintenant, on peut aussi se demander, 40 à 50 000 volumes, c'est très peu. J'ai fait un compte extrêmement peu sûr, n'est-ce pas? C'est une évaluation. J'ai simplement cherché à savoir quel pouvait être le nombre de livres qui avaient été écrits au Moyen-Âge avant l'imprimerie. Et ayant fait des comptes avec le nombre de fragments de la Geniza du Caire, avec le nombre de livres qui existaient, je pense que de toute façon, il n'a pas pu y avoir moins d'1 million de livres écrits au Moyen-Âge. Il me semble que ça, c'est l'évaluation la plus basse que l'on puisse avoir. Mon collègue qui est le directeur, enfin le sous-directeur de l'Institut des microfilms, Binyamin Richler, a fait un autre compte. Il dit au début du XIVe siècle, c'est-à-dire bien avant que les manuscrits se multiplient, il devait y avoir 250 000 volumes. Bon, c'est pratiquement la même chose parce qu'il faut savoir que à partir de 1250, où on commence à avoir des manuscrits, jusqu'à 1540, il y a une sorte de multiplication géométrique des manuscrits, n'est-ce pas? Il y en a de plus en plus. Quand on regarde, par exemple, les tiroirs des manuscrits du XIIe siècle, ça fait peut-être 10 centimètres de carte. Mais pour ensuite, ça se multiplie, puis on a un très grand nombre de tiroirs, c'est-à-dire que le nombre de manuscrits le plus grand, c'est du XVe siècle. Après, jusqu'à 1540, ça diminue un tout petit peu, mais en fait, le plus grand nombre de manuscrits a été écrit au XIVe, XVe siècle et au début du XVIe.
D'abord pour une raison très simple, c'est que ces manuscrits ont été copiés en Occident, puisque après 1250, le judaïsme d'islam a été plus ou moins écrasé par les dynasties fondamentalistes et intolérantes. On a continué à écrire des livres, mais il n'y a pas eu cette même floraison qu'il y avait avant 1200. Ça n'est pas du tout comparable. Donc, le flambeau du judaïsme s'étant transmis, si j'ose dire, au judaïsme en Occident et dans les pays chrétiens, il y a, à partir du moment où on a utilisé le papier a commencé à être fabriqué en Italie en 1280, il y a eu de plus en plus de livres écrits parce que ça coûtait de moins en moins cher de les écrire et que beaucoup de gens les écrivaient eux-mêmes et n'avaient pas besoin de scribe pour le faire. Alors, quand ils avaient la chance de mettre la main sur un manuscrit, ils le copiaient tout simplement. Oui, parce que précisément, vous intervenez sur le mode de rédaction. On est cette fois-ci, refixons les idées. L'écriture se fait par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, en quelle langue, avec quelle forme de lettres. En Occident, dans les pays chrétiens, on écrivait en caractères hébreux et on écrivait essentiellement l'hébreu. On a écrit aussi du français, de l'espagnol en caractères hébreux. Dans les pays chrétiens, on a utilisé pratiquement que les caractères hébreux, sauf en Italie à partir du 15e, quelques érudits ont écrit aussi le latin. Contrairement aux pays d'islam, où on écrivait régulièrement, et souvent en caractères arabes. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Maïmonide, il disait que le Guide des égarés devait être en caractères hébreux, mais ces livres en arabe, ces livres de médecine, étaient écrits en caractères arabes. Et tous les lettrés écrivaient en caractères arabes autant qu'ils écrivaient en caractères hébreux. Quant au paléo-hébraïque dont nous avons parlé tout à fait au début de cette série de leçons, évidemment, il n'est plus du tout en usage après le IIe siècle de notre ère. Alors de ces trois langues, entre l'arabe, l'hébreu et le paléo-hébraïque, lesquels ont pu bénéficier du privilège de bénéficier de l'imprimerie? Ah, mais non, le paléo-hébraïque était sorti de l'histoire depuis il y a rien eu à ce moment-là. Non, on ne trouve en paléo-hébraïque actuellement que des éditions modernes et érudites, n'est-ce pas? Non, ça n'a jamais été imprimé. Ce qui a été imprimé, c'était uniquement les caractères hébreux. C'est-à-dire que l'imprimerie ayant commencé en Occident, en Italie d'abord, et en même temps, pratiquement en même temps en Espagne et au Portugal, puis ensuite à Constantinople, ce sont les caractères hébreux uniquement qui ont été imprimés. Et on peut quand même se demander, quand je vous dis 1 million de manuscrits hébreux, je veux dire 1 million de manuscrits en caractères hébreux. Quelquefois en langue arabe, quelquefois en français, mais pas beaucoup, mais essentiellement en caractères hébreux, tous en caractères hébreux. Alors, entre ce million de livres qui a probablement existé et nos misérables 40 à 50 000 volumes, alors qu'est-ce qui s'est passé? On peut se le demander. D'abord, il s'est passé que le temps n'est pas propice aux manuscrits et que nous parlions l'autre jour des livres romains. Eh bien, les armées romaines avaient l'habitude de faire leur compte 2 fois par semaine. Il a dû y avoir, on a fait le compte, qu'étant donné le nombre de légions romaines, etc., il a dû y avoir 1 million de registres. Eh bien, il en reste 1. Eh oui, il en reste 1. Pour les manuscrits grecs, on sait que les Grecs ont écrit, n'est-ce pas? Dans la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait quand même 200 000 volumes. Il y en a qui disent qu'il y avait 400 000 volumes. Mais enfin, on sait bien qu'à Rome, il y avait des personnes qui avaient des livres de 30 000 volumes en grec. Donc, eh bien, on a retrouvé en dehors de la Grèce, on n'a rien retrouvé du tout. Hein. C'est simple. On a retrouvé un petit fragment en Macédoine, un petit fragment à côté de la mer Noire et environ 1000 fragments littéraires, à peu près, quelque chose comme ça, en Égypte, dont le climat est particulièrement propice. Mais
pour les manuscrits grecs, Monsieur Irigoyen, qui est spécialisé manuscrits grecs, disait pour les manuscrits grecs, il en est resté 1 pour 1 million à peu près. Donc, en somme, ça n'est pas si mal. Et l'idée que peut-être, que c'est l'Inquisition qui a détruit beaucoup de livres. C'est vrai que l'Inquisition a détruit des livres, n'est-ce pas? Ça ne fait pas le moindre doute. En 1242 ou en 1244, on a brûlé à Paris le Talmud. Et on a brûlé des charrettes de livres. Il faut d'ailleurs que je corrige quelque chose, n'est-ce pas? J'ai écrit sur ce brûlement du Talmud et j'ai fait comme tout le monde, j'ai copié Steinschneider. Steinschneider était un très grand érudit bibliographe du siècle dernier et utilisant une lettre d'Hillel de Vérone, il écrit que d'après Hillel de Vérone, 12 000 manuscrits hébreux ont été brûlés. Et il y a 1 an ou 2, j'ai vérifié dans la lettre d'Hillel de Vérone. C'est pas 12 000, c'était seulement 1200. Alors, mais à maxima culpa, que mes lecteurs veuillent bien corriger s'ils trouvent ceci sous ma plume. J'ai fait comme tout le monde et tout le monde le fait, mais c'est pas une raison, n'est-ce pas? Ça ne m'exonère pas de la faute d'avoir travaillé de seconde main alors que j'aurais dû vérifier ma référence au lieu de la prendre, fût-ce chez Steinschneider. Donc, beaucoup de livres se sont perdus. Il y en a beaucoup qui sont perdus, l'Inquisition en a brûlé un certain nombre. Récemment, on a trouvé quelque chose qu'on considère comme une nouvelle Geniza, c'est-à-dire un certain nombre de manuscrits hébreux qui ont servi de couverture à des registres de notaires italiens. Et alors, on a vu toutes sortes d'articles. L'Inquisition a vendu les manuscrits hébreux à bas prix aux notaires italiens. Alors ça, c'est une chose un peu absurde parce que quand on va chez ces notaires italiens, on s'aperçoit qu'il y a au moins autant de manuscrits latins en couverture que de manuscrits hébreux. Et ensuite, il faut bien comprendre que quand on ne sait pas ce qui est écrit, ce qui était important à l'époque, c'était le matériau, c'est-à-dire le parchemin. Et la mise au rebut des manuscrits qui étaient jugés inutiles était extrêmement courante. C'est ainsi que quand on faisait l'édition d'un manuscrit, eh bien après on transformait le manuscrit en colle, ou bien quelquefois en chaussures, ou bien on le prenait pour faire des reliures ou pour rendre plus solides les coutures des cahiers. Mais en fait, ces notaires italiens nous ont rendu un très grand service parce qu'ils ont conservé ces manuscrits. Or, en fait, s'ils ne l'avaient pas fait, on ne les aurait pas. On a pu trouver au Danemark, la réforme de 1536 a provoqué la destruction d'un très grand nombre de manuscrits latins et on a retrouvé, en cherchant dans les reliures, environ 50 000 fragments de manuscrits latins. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour les manuscrits hébreux, c'est ce qui s'est passé pour tous les manuscrits, tout simplement. Et le fait est que, par exemple, une partie de la collection qu'on trouve à Paris, à la Bibliothèque nationale, a été vendue par leurs possesseurs juifs. Tout simplement parce qu'ils n'en avaient plus besoin, ils avaient un si bel imprimé. Alors, permettez-moi de revenir juste sur cette charnière, grosso modo, autour de l'apparition de l'imprimerie, pas si loin de la période de l'Inquisition, notamment sur le Talmud. Oui. Il y a, dit-on, un des axes de réflexion, certains passages du Talmud qui ont été occultés dans la transmission pour des raisons de commodité face à la chrétienté environnante. Alors, est-ce que cela était le cas déjà lorsque les choses étaient consignées d'une manière manuscrite, ou ça a été uniquement une donnée que l'on a pu constater d'une édition à l'autre au moment de l'impression? Non, c'était déjà dans un certain nombre de manuscrits, parce que on a commencé à attaquer le Talmud au XIIIe siècle. Mais en fait, l'inquisition des livres n'a existé qu'en Italie. De sorte que les manuscrits talmudiques qui ont été écrits
hors d'Italie. Non, on ne leur a rien enlevé. Et ceux qui sont passés par l'Italie, or près de la moitié des manuscrits hébreux sont passés en Italie, parce que certes il y avait l'inquisition des livres, et certes ça n'était pas très agréable d'être juif en Italie, mais c'était quand même une terre d'asile. Et on s'aperçoit que la moitié à peu près de tous les manuscrits hébreux sont passés en Italie. Et ils sont passés entre les mains des inquisiteurs, car les inquisiteurs ont signé à la fin du livre ou de l'incunable, vu par moi, Domenico Hierosolymitan, et ils ont écrit la date, 1595, 1601, etc. Donc, il est vrai qu'un certain nombre de passages ont été enlevés. Il y en a un certain nombre d'autres qui ont été barrés avec une encre noire pour qu'on n'arrive pas à les lire, mais généralement, ils n'ont pas été détruits. Ils ont été détruits quelquefois, et nous le savons, mais en fait, les livres ceux-là du moins, ont été conservés. Et ils ont été bien mieux conservés, il faut bien l'avouer, à partir du moment où les universités ou les princes les ont achetés, parce que non seulement ils ont été à l'abri dans des rayons bien protégés, mais surtout, on ne les a pas lus. De sorte qu'ils sont restés en excellent état, ce qui nous permet, à nous, paléographes du XXe siècle, d'aller les contempler et parler avec leurs scribes, puisque chaque manuscrit est unique et qu'à chaque fois qu'on ouvre un nouveau manuscrit, on fait connaissance avec un nouveau personnage. En tout cas, merci de nous avoir donné l'envie d'en savoir plus. Merci de nous avoir éclairés. Je vous rappelle que c'était une série d'émissions dans le cadre de l'Université juive par les ondes, consacrée aux manuscrits hébreux en compagnie de Colette Sirat. Merci et j'espère à très bientôt. Merci.